14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. La guerre agricole se prépare. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a lancé hier depuis Rungis les conférences de la souveraineté alimentaire destinées à définir une stratégie agricole nationale sur 10 ans. Alors, qui menace notre souveraineté alimentaire, notre souveraineté agricole? On en parle avec l'ancien ministre de l'Agriculture, maire du Mans, Stéphane Le Foll. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphane Le Foll. Stéphane Le Foll, vous avez été ministre de l'Agriculture durant la totalité du quinquennat de François Hollande de 2000. Voilà, c'est rare d'ailleurs qu'on reste en poste pendant 5 ans. Vous avez donc couvert globalement ce ministère. Je me permets de dire que dans la grande panoplie des ministres de l'Agriculture de la République, vous êtes un de ceux qui avaient œuvré activement avec cette loi d'avenir sur l'agroécologie, qui, pour la première fois, alors qu'on sait que l'agriculture est co-gérée depuis longtemps par la FNSEA, vous avez concilié les enjeux environnementaux et humains de l'agriculture avec les enjeux économiques. C'est-à-dire que vous avez permis à l'agriculture française, par cette loi, de mettre en place un processus qui permettait aux agriculteurs de nourrir la France, tout en préservant l'environnement, en gagnant suffisamment leur vie et en rendant un début de souveraineté alimentaire. Je considère que cette loi a été mise à mal par vos successeurs. Quand Emmanuel Macron a été élu président de la République, il a nommé Stéphane Travert au ministère de l'Agriculture. Alors il y a eu les États généraux de l'alimentation, certes très grande étape, le discours de Rungis en octobre 2017, la loi Egalim 1, la loi Egalim 2, la loi Egalim 3. Quand on fait des 1, 2, 3, ça veut dire que ça marche pas. Et puis ensuite, il y a eu le Covid. Et maintenant, nous avons Madame Annie Genevard, qui vous succède également au ministère de l'Agriculture, qui, consciente qu'il y a tout à refaire, puisqu'on a un petit peu démantelé votre loi d'avenir sur l'agroécologie, quel dommage, eh bien, on est le grand éveil alimentaire, toujours à Rungis, avec ces conférences. Est-ce que vous pensez, Stéphane Le Foll, qu'un jour, les gouvernements de la République prendront les vraies mesures pour assurer cet enjeu essentiel qui est la souveraineté alimentaire de la France? Écoutez, je ne sais pas, j'ai relu et revu là ce qui a été dit par la ministre de l'Agriculture. Bon, d'abord, reprendre les terminologies de guerre à tout bout de champ et sur chaque sujet maintenant me paraît être une manière peu adéquate de répondre aux enjeux qui nous sont aujourd'hui posés. Le défi, vous l'avez rappelé, d'être à la fois une agriculture qui assure une souveraineté alimentaire, il faudra la définir d'ailleurs, et en même temps qui assure la durabilité du modèle de production agricole. On le voit aujourd'hui, les difficultés en particulier avec les épizooties qui se multiplient, la question des sécheresses qui se répètent, quelquefois les questions d'inondation, la modification des cycles aussi des végétaux, puisqu'on le voit maintenant, et le constat avec ce que nous connaissons comme température en hiver, fait que tout ça est un bouleversement complet. Et on reste avec ces discours martiaux de guerre alimentaire uniquement sur des vieux schémas, et qu'il faut changer la perception qu'on a de la manière dont on doit faire face à tous ces défis. Moi, je l'avais fait au travers de l'agroécologie, vous l'avez rappelé. Je vais prendre un exemple pour essayer d'être un peu précis. Je regardais hier ou avant-hier, il y avait un article sur la question de la perte de revenus au niveau des céréales aujourd'hui. Le prix des céréales est en train de baisser de manière extrêmement forte, et la question était posée de savoir si on pouvait accepter avec cette baisse des prix une augmentation des taxes sur les importations de gaz qui permettent ensuite de faire de l'azote. L'azote aujourd'hui peut être produit chez nous avec simplement des modifications des modèles de production, en introduisant ce que vous connaissez bien, des légumineuses qui permettent, au travers des systèmes symbiotiques dans le sol, de fixer l'azote de l'air, celle que nous avons nous-mêmes ici et de manière gratuite. Il suffit simplement de changer les modèles de production, d'avoir moins tendance à produire de manière monoculturale, mais d'essayer d'associer des cultures pour permettre d'avoir des objectifs multiples en même temps. Ce que vous avez défendu, la méthode de conservation en développant le ver de terre dans le sol.
Oui, en développant le ver de terre, en développant les légumineuses, en développant les couvertures de sol. Ça, c'est un enjeu très important. Il n'y a pas de stratégie de ce côté-là. De la même manière que quand on couvre les sols, qu'on met des légumineuses, on peut développer aussi des stratégies de production de protéines pour l'alimentation animale. Aujourd'hui, on dépend, par exemple, quand on parle du Mercosur, aujourd'hui, on dépend en importation de soja autour de 7 milliards d'euros. Bon, c'est une situation donnée. Est-ce qu'on est capable de changer cette donne? Oui, on peut la changer. On peut, avec ces associations de culture, avoir beaucoup plus de production de protéines animales, de protéines pour l'alimentation animale, et donc avoir moins d'importations telles qu'on les conçoit aujourd'hui. Stéphane. Et sur la question de la souveraineté, donc, je le pense, et c'est souvent dit aussi aujourd'hui dans le domaine du climat, quand vous développez des stratégies d'énergie renouvelable, quand vous utilisez beaucoup plus le soleil, vous dépendez moins des énergies fossiles, donc vous êtes plus indépendant. Eh bien, en agriculture, c'est pareil. Utilisez plus le soleil dont on dispose sur notre pays pour pouvoir produire plus et mieux, ça sera plus d'indépendance au niveau agricole et agroalimentaire demain. C'est ça les enjeux, et c'est comme ça qu'il faut les poser. Alors que là, j'ai pas saisi exactement, il y a des conférences qui vont avoir lieu, mais de dire qu'on est en guerre et donc on se met en situation d'être en guerre nous-mêmes, sur quel outil on s'appuie? Ça, c'est un élément de langage quand on n'a rien à proposer et qu'on n'a pas d'argument, justement qu'on n'a pas d'armement. La souveraineté alimentaire, vous avez essayé de la tirer par le haut avec l'apport de la souveraineté alimentaire avec cette loi d'agroécologie. Est-ce qu'aujourd'hui vous ne constatez pas que cette souveraineté alimentaire, on va la tirer par le bas en s'alignant sur des critères de production industrielle de malbouffe? C'est-à-dire, au lieu de dire aux agriculteurs français, vous allez monter vers le haut et on va vous protéger, par exemple, par la préférence communautaire, on va rester en Europe avant d'ouvrir le marché à des agriculteurs qui sont pas loyaux au niveau de la concurrence. Et ben là, on va s'aligner sur la malbouffe des autres pays. Comme ça, vous verrez, vous pourrez en exporter autant et la souveraineté alimentaire sera acquise. C'est un raisonnement absurde. Et surtout, le raisonnement qui est fait, c'est que on raisonne sur la souveraineté, sur le produit final. Si je prends la viande ou le poulet, on va regarder les tonnes que l'on produit par rapport aux tonnes de poulet ou de viande qu'on consomme. D'accord ? C'est le produit final. En agriculture, comme dans d'autres domaines d'ailleurs, il n'y a pas que le produit final qui fait la valeur ajoutée. Il y a tout ce qui construit et qui permet la production et qui est ou dépendant de l'extérieur ou peu dépendant de l'extérieur. Dans les domaines de l'énergie, c'est la même chose. Mais dans le domaine de l'agriculture, c'est encore plus vrai. Et je donnais cet exemple tout à l'heure, à la fois, si vous parlez d'azote et vous importez de l'azote minéral, ben vous importez de l'azote minéral pour fertiliser des sols et pour produire des céréales. Pourquoi ils ne le font pas, Stéphane Lefort? Pourquoi le gouvernement ne promeut pas depuis 7 ans, pourquoi on n'a pas continué votre loi d'agroécologie? Qu'est-ce qui les dérange dans votre loi d'agroécologie? Parce qu'ils se sont focalisés sur la question du prix, vous l'avez rappelé, sur les lois Egalim. L'objectif a été uniquement une question de prix. Et du revenu des agriculteurs, vous êtes d'accord aussi? Du revenu des agriculteurs, mais sans jamais... On est parti du prix, à la demande des syndicats agricoles, oui. Je comprends, sans jamais se poser la question des coûts de production. C'est-à-dire le prix, c'était expliqué comme ça, c'est un multiple du coût de production. Lequel? Celui qu'on a aujourd'hui. On a mis la charrue avant les bœufs, si je comprends bien. On a mis la charrue avant les bœufs. Voilà. Est-ce qu'on est capable de modifier nos coûts de production pour qu'ils soient moins importants et que donc, à partir de là, on dégage plus de revenus? C'est toutes ces questions stratégiques qui ne sont jamais posées ou que personne ne veut poser, parce que ça changerait quand même beaucoup, et ça c'est vrai, les équilibres des acteurs économiques qu'on connaît aujourd'hui. Donc ce changement, de toute façon, il est en train d'avancer doucement, mais il avance. On avait mis en place, vous vous en souvenez, les prix pour l'agroécologie. Je vois que on continue un peu dans ce sens-là. Un peu. Et c'est très important parce qu'il y a des résultats qui sont extrêmement significatifs. Quel rôle joue la FNSEA, Stéphane Le Foll, dans cet enjeu? Quel syndicat qui est puissant? Quand elle est arrivée, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, la FNSEA, elle a été sur le prix. La première loi, la loi Egalim 1, c'était une question de prix. C'était Emmanuel Macron qui l'avait porté pendant la campagne, à la demande d'ailleurs de la FNSEA. Et vous l'avez rappelé, on en a fait une, on en a fait deux, on en a fait trois. Il y avait même d'évoquer une quatrième. Oui, mais vous aviez sorti la FNSEA de la cogestion. Gentiment, vous l'avez fait, vous l'avez sorti. Non, oui, je l'ai sorti.
sorti de la cogestion, j'avais simplement considéré qu'il y avait un premier syndicat agricole en France, c'était la FNSEA, mais que la discussion portait aussi sur des orientations politiques qui étaient quand même portées par le ministre et le ministère, et on discutait avec des organisations syndicales de la manière dont, en fonction des orientations, on faisait en sorte de répondre aussi aux besoins et aux demandes de l'ensemble des syndicats. Et là, ce qui s'est passé et qui a été beaucoup trop vite, c'est qu'on a focalisé sur une seule question, un seul élément, c'était la question du prix, qui d'ailleurs pris comme si avec une loi, on allait régler l'ensemble des prix agricoles et alimentaires. C'est utopique, totalement impossible à faire. Et on l'a vu, et vous l'avez rappelé, et je le rappelle, on en a fait une, on en a fait deux, on en a fait trois, il faudrait pratiquement en faire une quatrième. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, le prix des céréales baisse autant? C'est qu'il y a une offre mondiale beaucoup plus importante, et que, par rapport à la demande, le prix est en train de baisser. Ça, c'est des facteurs qui sont indépendants de toute loi qu'on peut voter au niveau national. Et qu'il faut s'organiser autrement, avoir des contrats pluriannuels tous les ans. Et on le voit encore aujourd'hui, on est dans le psychodrame en France, on est le seul pays au niveau européen à faire des négociations annuelles à la veille en plus, souvent, toujours d'ailleurs, du salon de l'agriculture. Donc on est en train de débattre tous les jours du débat industrie, grande distribution, agriculteurs, parce qu'il n'y a aucune contractualisation de moyen terme. Comment on fait du pluriannuel, comment on a une stratégie qui structure à la fois la production, qui fait baisser les coûts de production, qui assure du revenu aux agriculteurs, qui permettent à la fois de produire et en même temps d'intégrer la question environnementale. Merci Stéphane Le Foll pour ces précisions. Je n'hésiterai pas à vous rappeler pour avoir votre avis sur la suite de cet dossier essentiel pour la France. Merci, à bientôt.